Je viens donc vous exposer l'aspect juridique du thème d'aujourd'hui. Moi, je me suis basée dans l'idée qu'on va essayer de favoriser au maximum le conjoint survivant. Donc on se retrouve avec, je vais essayer de vous donner quelques pistes pour faire au mieux avant, pour que tout aille mieux après. Donc on essaye de trouver des solutions. On va évoquer les pistes. Donc on aura le contrat de mariage qui est une piste, le testament, le pacte successoral, la donation. Ce sont les 4 pistes qu'on va voir aujourd'hui. Et dans le cadre de nos 3 dernières pistes, on va parler de substitution fidéicommissaire. C'est un terme un peu barbare, mais qui est très utile en droit suisse. Première chose, donc la première piste, ce sont les contrats de mariage. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais les couples domiciliés en Suisse qui n'ont pas fait de contrat de mariage sont mariés sous le régime légal de la participation aux acquêts. C'est un régime, donc si vous vous êtes marié à l'étranger, les gens pensent souvent qu'ils sont mariés selon le contrat, le régime légal là-bas. Non, en arrivant en Suisse, vous êtes devenu marié sous le régime légal de la participation aux acquêts. C'est un régime qui est composé de 4 types de biens. On a les biens propres de chacun des conjoints, donc ce sont les biens qu'il avait au moment de se marier, les biens dont il va hériter pendant le mariage et les biens qui vont lui être donnés à titre gratuit pendant le mariage. Donc chacun des conjoints a ses biens propres. Et puis on a aussi les acquêts des conjoints, qui sont les biens que chacun des conjoints va économiser de ses revenus pendant le mariage. Et souvent, on a un des conjoints qui économise plus que l'autre, donc il a plus d'acquêts que son conjoint qui n'en a peut-être pas du tout. Quand il y a un décès, on va devoir liquider ces acquêts et chacun des conjoints aura droit à la moitié du bénéfice global des acquêts, ce qui fait que celui qui a économisé beaucoup, par rapport à l'autre qui n'a rien économisé du tout, il va devoir lui donner la moitié de ses économies. On a 2 autres types de contrats de mariage en droit suisse, c'est la séparation de biens, alors ça c'est clair, les termes le disent, chacun a ses biens séparés, et puis enfin on a un régime de communauté de biens qui est en fait assez cher quand on l'introduit puisqu'on doit attribuer certains biens aux autres, donc du coup il faut payer des taxes, et c'est vrai que c'est un régime qui n'apporte pas beaucoup plus que ce qu'on peut faire en participation aux acquêts, on l'adopte relativement peu. Enfin, on a tous les contrats de mariage de droit étranger. Donc, si vous vous êtes marié à l'étranger, vous avez peut-être signé un contrat de mariage de droit étranger. Et si vous êtes de nationalité étrangère, vous pouvez aussi en Suisse choisir d'adopter un régime matrimonial qui serait de contrat étranger. Donc, on a un certain nombre de pistes déjà dans le cadre du régime matrimonial. On revient à la famille Schweitzer de M. Gallegos. Donc, dans mon exemple, M. Schweitzer est le propriétaire du bien immobilier. Il a eu un premier conjoint duquel il a eu 2 enfants, et puis il est remarié avec son nouveau conjoint et ils ont un enfant commun. Si M. Schweitzer ne fait rien avec son conjoint, qu'ils n'ont pas fait de contrat de mariage et qu'il décède, on va devoir commencer par liquider le régime matrimonial et sur tout le bénéfice des acquêts, donc toutes les économies que le couple a faites pendant le mariage, le conjoint survivant va recevoir une première moitié. Sur l'autre moitié qui va rentrer dans la succession de M. Schweitzer, le conjoint va encore recevoir une moitié et les enfants vont se partager finalement l'autre moitié, ce qui fait qu'au total, sans avoir rien fait, le conjoint reçoit 3/4 des acquêts, donc des économies et des biens achetés avec les économies par le couple pendant le mariage et les enfants reçoivent 1/4. Par contrat de mariage, le couple peut essayer de favoriser le conjoint survivant en demandant que tout le bénéfice des acquêts revienne au conjoint survivant. C'est une solution qu'on utilise honnêtement beaucoup en droit suisse, parce que s'il n'y a que des enfants communs, on peut dire que tout ce qui a été créé par le couple pendant le mariage revient au survivant, et ce n'est qu'au décès du survivant que les enfants vont hériter. On parle toujours que des acquêts, mais dans ce cadre-là, dans la famille de M. Schweitzer qu'on a vu avant, il a 2 enfants d'un premier lit. Ces enfants doivent recevoir leur réserve, donc leur part légale minimum dans la succession du papa. Donc on va leur attribuer 1/12 en fait de tous les acquêts, c'est la loi qui l'exige.
Après avoir liquidé le régime matrimonial, on passe aux dispositions testamentaires. Donc si M. Schweitzer, de nouveau, n'a rien fait, dans les avoirs qui dépendent de sa succession, on aura les biens propres si on est sous le régime de la participation aux acquets, on aura les biens propres, donc je vous rappelle, les biens qu'il avait en se mariant, les biens dont il a hérité pendant le mariage et les biens qui lui ont été donnés à titre gratuit, et la moitié du bénéfice des acquets. Ça compose les biens de la succession de M. Schweitzer. Sur ces biens, le conjoint survivant va recevoir une moitié et les enfants se partageront l'autre moitié par parts égales. Si M. Schweitzer a fait un testament, il a plusieurs possibilités. Donc en droit suisse, le testament, on a 3 options. Le testament holographe, que vous écrivez à la main intégralement, que vous datez, que vous signez, que vous pouvez garder chez vous ou déposer à la justice de paix chez un notaire. Il y a le testament public, c'est un peu plus facile, il faut juste signer les pages, c'est le notaire qui le rédige et on a 2 témoins qui sont là pour attester que la personne a compris ce qu'elle faisait. Et puis on a encore une forme qui est le testament oral, la personne qui se fait renverser dans la rue, qui est mourante, et puis tout à coup 2 personnes viennent, écoutent ce qu'il a à dire comme dernière volonté et vont ensuite le reporter auprès de l'autorité compétente. Le testament, si la personne est binationale, imaginons que M. Schweitzer soit suisse et britannique, il peut, depuis le 1er janvier 2025, décider de soumettre sa succession au droit britannique qui lui permettrait de tout donner à son conjoint, puisque le droit britannique ne réserve pas de part aux enfants. Jusqu'au 1er juin 2025, on n'avait pas le droit, si on était suisse et d'une autre nationalité, on était obligé de soumettre sa succession au droit suisse. Depuis le 1er janvier 2025, ce n'est plus le cas. Là, par testament, M. Schweitzer a soumis sa succession au droit suisse puisqu'il est suisse et il n'a pas d'autre nationalité. Il a voulu attribuer le maximum possible à son conjoint. Il lui a donc donné les 3/4 des avoirs qui dépendent de sa succession, ses enfants étant réduits à leur réserve, c'est-à-dire 1/4 par parts égales entre eux. Par testament aussi, alors on en a parlé, par testament, M. Schweitzer a aussi la possibilité de dire qu'il réduit ses enfants du premier lit à leur réserve, mais il veut attribuer finalement quelque chose en plus à l'enfant commun, parce qu'il espère que finalement cet enfant commun pourra recevoir plus, ou il peut attribuer à quelqu'un d'autre, à son conjoint, mais il attribuera l'usufruit d'une part de sa succession à son conjoint pour permettre à son conjoint finalement de continuer à utiliser le bien immobilier, de continuer à payer les intérêts, les impôts et l'entretien, mais sur la part qui est en bleu à gauche, c'est la part qui serait attribuée à l'enfant commun. À ce moment-là, cet enfant commun, il reçoit déjà une part qui, si un jour le conjoint survivant devait entrer en maison de retraite, et vous savez qu'une maison de retraite, la pension coûte très cher, si le conjoint avait hérité de tout ce qu'on lui donnait tout à l'heure, les 3/4 des avoirs de M. Schweitzer pourraient être utilisés après, quand le conjoint est en maison de retraite, pour payer la maison de retraite s'il n'a pas les revenus suffisants, alors que dans notre solution ici, le tiers qui est en bleu assuré, il pourrait être sauvé parce que finalement le conjoint survivant ne dispose pas de ce bien-là, il n'en a que l'usufruit, donc le droit de l'utiliser, mais évidemment pas le droit de le dépenser, pas le droit de le prendre pour payer sa maison de retraite. Donc ça, c'est une solution qui protège finalement une partie des avoirs par rapport à un éventuel EMS du conjoint. Et c'est aussi quelque chose qu'on utilise souvent, sachant que par testament, M. Schweitzer peut attribuer aussi le bien immobilier à la personne qu'il souhaite, si la personne a la capacité ou si dans sa part, le bien immobilier ne compose pas une part trop importante. Parce qu'évidemment, si M. Schweitzer n'a que le bien immobilier comme fortune et comme bien, en donnant ce bien à certains des héritiers, les héritiers vont devoir payer de l'argent aux autres héritiers qui ont droit à une autre part, et il va falloir peut-être hypothéquer, et peut-être qu'ils n'y arriveront pas. La substitution fidéicommissaire dont on a parlé au début, c'est une solution qu'on peut utiliser dans les testaments, dans les pactes dont on va parler et la donation. En fait, on attribue des biens à une personne particulière à charge pour elle de restituer ces biens à son décès ou, si elle devait se remarier,
Dans le cas de M. Schweitzer, il pourrait très bien dire « j'attribue tous mes biens, notamment le bien immobilier, à mon conjoint, mais mon conjoint, s'il se remarie, doit restituer les biens ou une partie des biens à nos 3 enfants, à mes 3 enfants. » Et si on prévoit ça, donc c'est ou au décès ou en cas de remariage, et on peut attribuer la totalité des biens et demander que la totalité des biens soit restituée aux enfants, ou alors on peut dire que ce ne sera que le solde. Ça veut dire que si le conjoint survivant reçoit un capital, un compte à la banque, il a le droit de l'utiliser, mais il n'a pas le droit d'en mésuser, dit la loi, donc il n'a pas le droit de le dépenser sans raison, de le donner à tout va. Il peut vivre de ce capital, et ce n'est que le solde qui restera à son décès ou en cas de remariage qui reviendra aux enfants. Enfin, 3e piste à évoquer aujourd'hui, c'est le pacte successoral. Donc, un pacte successoral, on met tout le monde autour de la table, c'est un contrat sur une succession future. Donc, on a M. Schweitzer, dans notre cas, les 3 enfants et le conjoint. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, c'est un instrument de droit suisse qui est très utile parce que vraiment, on peut décider de beaucoup de choses pour autant que tout le monde soit d'accord, évidemment. Et dans le cas évoqué tout à l'heure, ça vaut la peine si les enfants ont 18 ans et qu'ils peuvent le faire, plutôt que d'attendre quand ils ont 25 ans et éventuellement une pièce rapportée qui pourrait influencer. Donc, mieux vaut le faire tôt. On prévoit donc de ce que l'on veut. Dans la situation ici, l'idée, c'était de dire « Monsieur Schweitzer veut tout donner à son conjoint survivant futur ». Ça veut dire qu'on doit avoir l'accord des enfants, puisque, comme on l'a vu, ces enfants du premier lit avaient de toute façon droit à une part réservataire en principe. Donc, ils doivent y renoncer pour que le conjoint puisse tout recevoir. Et puis, au décès du conjoint ou en cas de remariage, c'est une option, les enfants vont recevoir, alors les parts, on peut faire les parts qu'on veut, tant que tout le monde est d'accord, les enfants recevront le bien. Si c'est le bien immobilier, on peut même au registre foncier inscrire une annotation qui dit que le bien est réservé, ce qui empêche le conjoint en fait, survivant de le vendre sans qu'on ait l'intervention des enfants. La donation, c'est la dernière piste qu'on doit évoquer. Alors, on l'a dit un peu, mais une donation, c'est vrai qu'on peut donner, bien sûr, on peut donner du vivant. Celui qui donne, très souvent, il garde un usufruit parce que finalement, ça lui permet de continuer à occuper le bien, parce qu'il ne faudrait pas que le conjoint le mette dehors. On peut donner le bien. La seule chose, c'est que souvent, quand on donne, on réévalue la valeur du bien. On lui donne une valeur vénale un peu plus basse, mais c'est vraiment proche de la valeur de marché. Et ça devient très souvent, dans beaucoup de cantons, la nouvelle valeur fiscale. Donc, M. Schweitzer, dans notre cas, qui donnerait le bien à son épouse, finalement, il va payer plus d'impôts qu'il ne payerait avant dans un certain nombre de cantons. Et la donation qu'on fait, ce n'est pas une donation qu'on oublie, puisqu'au moment du décès de M. Schweitzer, le conjoint survivant va devoir dire qu'il a déjà reçu un bien immobilier, que ça fait déjà partie de ses droits dans la succession de son conjoint, et on va réévaluer ce bien au moment du décès en fait, de M. Schweitzer en disant « vous l'avez à telle valeur quand vous l'avez donné, mais maintenant c'est un décès, donc on refait la valorisation, et c'est cette valeur-là qu'on considérera que le conjoint a déjà reçue. » Donc vous l'avez vu, il y a un certain nombre de pistes. Il y a la question des régimes matrimoniaux qu'il faut examiner, il y a la question des dispositions testamentaires, que ce soit un testament ou un pacte, et puis il y a aussi la question de la donation. Donc ces 4 pistes sont envisagées. Chaque situation est très différente, donc ça vaut vraiment la peine, comme l'a dit M. Gallegos, de voir un professionnel de l'immobilier. Je vous remercie.